Bien, merci beaucoup Katia Martin-Chenu d'avoir assumé avec brio l'animation d'une après-midi qui n'a pas été de tout repos. Malheureusement, la technique ne nous a guère aidé cet après-midi et nous sommes heureuses d'avoir réussi à surmonter ces problèmes techniques. Nous nous excusons encore une fois. Nous n'y sommes pour rien, vous vous en doutez, et nous espérons que vous avez malgré tout pu profiter des différentes interventions parce qu'elles étaient vraiment très riches et très intéressantes. Euh, Valérie, peut-être que pouvons-nous commencer par quelques questions qui sont directement adressées à la dernière intervenante avant d'engager une discussion plus générale. Oui, merci. Alors, je crois que vous l'avez bien dit, Madame Sidoun Rahal, voilà, votre intervention, évidemment, euh, parle beaucoup aux magistrats qui peuvent écouter. Notamment, il y a pas mal de commentaires sur l'analyse, enfin, sur la question chez nous de l'inscription des experts sur une liste et sur les conséquences en fait que ça a. Donc, vous avez bien expliqué cette différence d'approche. Donc, je ne sais pas si là-dessus il y a beaucoup plus à en dire à ce stade, euh, avec parce qu'on sait un petit peu de la Constitution, je vais dire, hein, des listes d'experts. Marie Pénavert revient sur un point, la jurisprudence de l'arrêt Roper versus Simons. Avez-vous une idée du nombre d'affaires pénales impliquant des prévenus adolescents qui ont bénéficié d'une irresponsabilité pour cette cause d'immaturité du cerveau? Alors, Roper versus Simons, attention, ce n'est pas les responsabilités qui étaient en jeu, c'était l'application de la peine de mort. Donc, Oui. l'auteur était reconnu coupable, était considéré responsable. Simplement, l'enjeu, c'était d'obtenir une sentence moindre, plus douce. Donc, ce qui est intéressant là, c'est pas tant la question de l'irresponsabilité que la question du type de peine et de la justification de la peine de mort en réalité derrière, hein. Donc, et puis bon, précisément sur Roper versus Simons, en réalité, il est vraisemblable que de longue date, la Cour suprême avait envie de revenir sur cette application. Il y avait des éléments, parce que vous savez qu'il y a des opinions dissidentes, etc. Et il y a un certain nombre d'éléments qui indiquent qu'en réalité, c'était quelque chose qu'ils avaient envie de faire. C'est pour ça que je parle de la capacité des neurosciences à objectiver un sens commun, parce que ça a été le moment où ils ont pu s'appuyer sur les neurosciences pour parvenir à justifier une décision qui, aux États-Unis, est très importante parce que, évidemment, les partisans de la peine de mort sont très, très à cheval sur son application. Pour ce qui est de la question de l'irresponsabilité, en réalité, les neurosciences, en général, là je parle de manière très très générale sur le plan statistique, c'est plutôt sur des questions d'altération que ça va fonctionner que sur des questions d'irresponsabilité totale. C'est plus efficace de parvenir à déterminer, notamment pour amoindrir la peine ou pour obtenir que la qualification soit une qualification moins grave, mais c'est pas très très, ça ne rencontre pas de grand succès sur le plan d'irresponsabilité totale. Un autre point dans votre intervention, je me permets de soulever, je ne suis pas très rassurée par un des arguments que vous avez mentionné de la Cour suprême, qui consiste à dire que les neurosciences viennent conforter nos intuitions. Heureusement, voilà que on a l'intuition que les adolescents n'ont pas exactement le même comportement que les adultes. Heureusement que ça amène à une attitude bienveillante ou moins sévère. Mais je trouve que c'est pas un raisonnement très solide quand même, parce qu'on a un risque inverse, c'est d'aller sélectionner la science qui va conforter les intuitions. Donc peut-être j'ai mal compris votre présentation ou le raisonnement de la Cour suprême qui est certainement plus qualifié que moi. Alors, d'abord, j'ai peut-être pas été assez précise. Ça n'est pas la Cour suprême qui dit nous allons utiliser les neurosciences pour renforcer notre intuition. C'est moi qui constate que la Cour suprême reprend l'ensemble du raisonnement neuroscientifique, mais juste avant fait cette remarque qui est quand même étrange sur tous les parents du monde savent
que les adolescents sont différents. Et c'est cette superposition-là qui me fait penser que là, et plus les opinions dissidentes précédentes de la personne du juge qui a rédigé la décision, mais qui fait penser que là, les neurosciences sont d'autant plus, elles sont corrélées, elles sont mises en jeu avec quelque chose qui représente une intuition générale. C'est ça qui, en fait, que j'analyse, c'est la mise en relation des deux. Après, je vous rejoins tout à fait sur le risque, puisque évidemment, un argument scientifique de manière générale qui permet telle décision peut être renversé. Ça, c'est le grand problème. On a déjà des exemples, pas spécifiquement sur les neurosciences récentes, mais sur le plan des sciences cognitives. Les arguments qui, dans les années 60-70, ont été mobilisés pour considérer que les enfants étaient capables d'adopter, de produire des décisions rationnelles et que donc il fallait adapter notamment sur le plan des droits reproductifs et leur accorder un certain nombre de droits en tant qu'enfants, eh bien ces mêmes arguments pardon, ont été réutilisés avec les mêmes les mêmes recherches et les mêmes résultats scientifiques utilisés dans les années 90-2000 pour aligner le régime pénal de l'enfant sur celui de l'adulte en disant bah, puisqu'ils sont capables d'avoir des décisions rationnelles, eh bien ma foi, autant les considérer comme des adultes. Donc le même argument et la même étude peut être utilisée à revers. Là-dessus, je vous rejoins complètement. Ça, c'est le grand problème. Crois que, donc en termes de questions, je pense là qu'on a fait le tour et on se rend compte à travers vos interventions et les interventions précédentes également que une des questions, c'est certes l'évolution des sciences, mais beaucoup aussi le fonctionnement de la procédure et le raisonnement du juge qui mobilise ces sciences. Et je pense que vous avez très bien montré, madame, à travers cette comparaison franco-américaine, ce que j'appellerais une marge de progression dans ce domaine pour mes collègues. C'était très éclairant. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé sur les questions. Bien, vient le moment compétitif qui n'est jamais évident à distance et avec ce format et particulièrement avec cet outil qui parfois ne nous permet pas de nous voir ou ne nous permet pas de nous entendre. Je pense effectivement, pour faire la transition, que finalement les neurosciences à la fois ouvrent de nouvelles perspectives, nous amènent, cela a été dit dès le début, à revoir finalement certains présupposés ou certaines idées acquises. On a évoqué le problème des témoignages, le problème des souvenirs qui peuvent être défaillants, notamment en contexte post-traumatique. On a évoqué la perspective effectivement d'essayer de trouver de nouveaux éléments dans des faisceaux d'indices pour mieux comprendre la façon dont certains profils peuvent être associés à des comportements délinquants ou non. On a aussi, bien sûr, beaucoup insisté sur les biais de décision. Mais il ne faut pas oublier que les neurosciences, je pense que ça a été beaucoup dit au long des 2 journées, sont aussi une source d'information et d'interrogation pour revenir sur des questions qui étaient déjà là, mais qui sont réactivées par ces nouvelles connaissances. Et bien entendu, la place de l'expert judiciaire, mais aussi la façon dont d'autres paroles expertes, que ce soit la mobilisation de la littérature scientifique par les avocats, que ce soit la mobilisation par les parties d'experts à partie ou d'experts privés, que ce soit l'activation d'amis de la Cour dans un contexte procédural assez différent en France, mais enfin, on l'a connu quand même dans certains domaines. Hein, la Cour de cassation a pu faire appel, même elle, dans certains contentieux. Donc, il me semble qu'effectivement, on a là un terrain de réflexion très important, puisque nous sommes dans une procédure et dans un contexte culturel et juridique
qui limite le potentiel de discussion en raison effectivement de cette liste d'experts et en même temps qui conduisent malgré tout le juge à avoir un regard différent pour les conclusions d'expertise judiciaire parce que ce ne sont pas des expertises à partie. Donc effectivement, je pense que les neurosciences réactivent beaucoup de questionnements. Euh, Est-ce que Nathalie, tu veux ajouter tes propres remarques? Oui, alors déjà, effectivement, je voulais remercier tous les intervenants, les organisatrices, là, et voilà, que ce soit l'ENM, là, parce qu'effectivement, avec tous ces soucis techniques, voilà, on a pu quand même voilà, entendre tous les participants, tous les intervenants qui étaient prévus. Donc, voilà, voilà, j'ai été euh, voilà, très agréablement surprise par la très haute qualité effectivement des interventions, voilà, très intéressantes, passionnantes, comme ça a été dit par des participants. Merci aussi aux participants d'avoir voilà, envoyé multiples questions, observations, etc., qui ont nourri effectivement aussi les discussions. Moi, ce que finalement, au bilan effectivement de ces 2 journées, je me rends compte que c'était tellement riche que je me suis dit à plusieurs reprises que finalement chaque session, en fait, voire chaque intervention aurait pu faire l'objet à elle seule, effectivement, d'un colloque. Parce qu'effectivement, on a abordé plein de thématiques qui auraient pu être largement développées. Et à chaque fois, on était un peu frustrés, hein, toutes, parce qu'effectivement, justement, on devait couper, passer à autre chose, même si c'est complémentaire. Mais on voyait bien qu'il y avait, voilà, on aurait pu développer beaucoup plus, effectivement, chaque intervention. Et effectivement, j'ai noté plein de choses qu'on pourrait, voilà, discuter largement sur le libre arbitre, l'imagerie cérébrale, les expertises en soi voilà, qui ont suscité beaucoup de questions, etc. Et deuxième point aussi qui m'a frappé, mais qui a déjà été dit à plusieurs reprises par plusieurs intervenants, mais vraiment ça m'a frappé aussi, c'est de me rendre compte, et en même temps on en est tous conscients, hein, je pense, c'est toujours un peu la difficulté effectivement de travailler et de pouvoir finalement oui, collaborer quand on ne sait pas finalement ce que l'autre fait exactement. Voilà. Et effectivement, donc, toujours les difficultés entre les praticiens, les chercheurs, les scientifiques, voilà. Et donc, l'importance vraiment, je pense, de développer, ça a été dit par plusieurs intervenants, les formations, les collaborations entre praticiens du droit et les scientifiques, et de manière générale, je pense, parce que on se rend compte, et à travers les questions, les observations, qu'il y a beaucoup quelquefois des malentendus ou des incompréhensions ou des précisions qui devraient être apportées pour bien se comprendre en fait. Et d'ailleurs, les expertises sont souvent, donc je pense que voilà, le collègue, je ne sais plus votre nom, excusez-moi, parce que c'est marqué Monsieur Gasser, l'évoquait aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, souvent des experts, on entend, ou des magistrats, je me souviens avoir entendu ce type de propos, par exemple des psychologues ou des psychiatres qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces questions que les magistrats me posent auxquelles je ne peux pas répondre? Et les magistrats qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces réponses des experts qui ne m'apportent rien. Voilà. Et voilà, et ça résume un peu tout, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que des deux côtés, il y a des compétences, des connaissances, des champs énormes voilà, mais qui ont du mal à communiquer en fait entre eux, parce que justement, on ne sait pas bien ce que l'autre peut nous apporter. Voilà. Et je pense que du coup, vraiment, c'est d'où l'importance qui a été dite, mais je pense vraiment à mettre en œuvre de formation de collaboration pour que vraiment apprendre à savoir voilà, ce que l'on peut s'apporter les uns les autres véritablement. Voilà. Parce que, par exemple, effectivement, c'est évoqué même dans le chat, je me souviens à plusieurs reprises, bah, pour les expertises, que un psychocriminologue, et puis voilà, les statistiques, et puis qu'est-ce que peut faire un psychiatre ou un psychologue ou un neurocriminologue, enfin, etc. Et c'est vrai que ben, voilà, les praticiens du droit, les magistrats ne sont pas spécialement, voilà, déjà, voilà, même les personnes tout venant, hein, savent pas par exemple tous les champs qui existent en psychologie. Bon, là, je parle forcément de moi plus là, de la psycho, mais ça peut être valable dans d'autres champs. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'était effectivement ces deux observations majeures que j'avais de cette richesse qui pourrait être largement, donc, du coup, approfondie pour tous les thèmes abordés.
Et puis cette nécessité, je pense vraiment, de collaboration pour mieux communiquer. Et puis véritablement, voilà, parce que ça fait des années, hein, peut-être que justement euh, le collègue, là, expert, peut peut-être réagir par rapport à ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'entends ça depuis des années, effectivement, cette difficulté euh, voilà, de cette insatisfaction d'un certain nombre de magistrats par rapport aux expertises, et finalement une sorte d'insatisfaction aussi de l'autre côté, du côté des scientifiques, quoi. Donc c'est quand même dommage. Monsieur Oui, de la alors Croza. je partage alors assez volontiers ce constat qui peut être aussi nuancé. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, enfin, je trouve qu'on observe beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire du côté des magistrats, certains qui au fond n'ont rien, enfin préféreraient ne pas avoir à devoir faire avec des experts, d'autres qui au contraire parfois sont tout contents de pouvoir d'une certaine façon se cacher derrière les expertises pour ne pas avoir à porter certains poids, notamment autour des questions. On, on a chez nous justement ces phénomènes autour des mesures hein, qui sont pas des peines, mais qui sont véritablement des dispositifs qui visent à la sécurité. Et au fond, pouvoir mettre ces peines sous couvert de, parfois c'est l'expert qui l'a dit, de pouvoir mettre en place ces mesures. Parfois, ça a un côté aussi qui peut être une manière de se refiler les choses et qui peut enfin, correspondre à toutes sortes de phénomènes variés et différents. Mais il me semble effectivement, ce qui est assez essentiel, c'est la question de comment communiquer, comment se représenter les choses autour de ces questions-là. Il me semble que, en effet, enfin, ce qu'on observe particulièrement en Suisse, c'est cette crispation autour des questions sécuritaires, autour des questions en particulier de prévention de la récidive et de ce que l'on pourrait, au fond, espérer et attendre de la science pour nous rassurer enfin, sur ces questions de prévention de la récidive. Et là, il me semble qu'il y a effectivement par rapport aux attentes des uns et des autres, quelque chose qui sans aucun doute peut s'améliorer avec une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de ce que les uns et les autres peuvent apporter. J'ai été très frappé durant toute cette période qu'on vit autour de la pandémie, où j'ai trouvé qu'il y avait au fond des similitudes, des analogies entre, au fond, parce qu'au fond, le rôle de l'expert judiciaire, c'est finalement d'apporter un certain nombre de connaissances et de compétences pour favoriser, permettre une décision, en l'occurrence une décision judiciaire d'être prise. Et puis au fond, on a vu à l'occasion de la pandémie quelque chose de similaire où finalement les experts étaient convoqués, sollicités pour au fond aider les autorités politiques cette fois à prendre un certain nombre de décisions. Et on a vu une confusion extrêmement importante en termes de qui était véritablement légitime pour apporter quelle parole, pour amener au fond à quelle décision et comment les choses devraient s'exprimer. Et il me semble que cette question justement de savoir qui s'exprime avec quelle parole, dans quelle position avec quel rôle et avec quelles compétences est une question absolument essentielle en fonction des différents contextes. Enfin, je voyais ça parce qu'en Suisse, l'autre jour, il y a un parti politique qui souhaite déposer une plainte pénale à l'encontre du responsable de la task force qui a conseillé au fond notre Conseil fédéral sur les mesures de prévention contre la Covid, en disant que finalement, ben voilà, ces scientifiques étaient bien trop alarmistes et puis au fond, il s'agissait alors très certainement que ces plaintes pénales vont avoir de la difficulté d'aller très loin, mais cette question, elle se pose, je trouve, en termes effectivement de responsabilité institutionnelle également par rapport à toutes ces questions qui sont complexes et au fond, qui porte ces responsabilités et au nom de quoi et quelle place pour la science dans le fait de pouvoir assumer ses responsabilités institutionnelles. Et il me semble que l'appareil judiciaire dans son entier et les experts judiciaires là-dedans aussi sont embarqués aussi dans cette question-là de savoir au fond qui porte quelle responsabilité. Et certainement que
que la question, voilà, de la communication, des capacités qu'on peut avoir à mieux se comprendre les uns les autres, permet aussi, d'une certaine manière, de penser ces questions-là. Merci, merci beaucoup, M. Dellacroza. Donc, à mon tour, je voudrais remercier tous les intervenants et les organisatrices. D'après les commentaires, vous avez beaucoup intéressé l'auditoire. J'ai la sensation, moi, à l'issue de ces 2 journées, d'avoir envie de réécouter, relire. Il y a une richesse, une densité qui doit nous prendre un petit peu de temps à absorber. Je pense qu'on a essayé, et c'est paraît important que à la fois on s'engage complètement dans la compréhension de ces innovations scientifiques, dans leur connaissance, sans a priori négatif, et en même temps qu'on ne cède pas à un effet de mode, qu'on soit capable de les contextualiser, de les soumettre à des analyses croisées. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir qu'à chaque fois, pour chaque intervention, on tire un peu le fil et puis on arrive très rapidement à ce que vous avez indiqué, c'est ce qu'on attend de la science, l'éthique, une conception plus philosophique du rôle de chacun. Et on voit bien tout l'enjeu que ça représente pour les acteurs de la justice, à la fois d'intégrer des nouvelles connaissances, mais aussi de constamment réfléchir sur leur rôle et leur office, et de ne pas être submergé non plus, parce que c'est impossible pour un juge, quel qu'il soit, même un juge spécialisé, de maîtriser le domaine des connaissances. Donc, je dirais qu'on a franchi, j'espère, une étape grâce au colloque, mais il nous reste encore beaucoup à faire, comme je le disais, comme le disaient Nathalie et Sonia. Et donc, à travers donc l'intranet judiciaire n'est accessible qu'aux acteurs de la justice, mais l'internet du groupement d'intérêt public, mission de recherche sur la justice, est accessible à tous. Et donc on relaiera, comme je l'avais annoncé, il y aura des actes du colloque, il y aura le colloque lui-même en rediffusion et une bibliographie très approfondie, l'état des connaissances dont on a déjà parlé, et on continuera à alimenter et à prendre de nouvelles initiatives sur cette question. Merci beaucoup, merci à l'ENM pour avoir organisé et initié ce beau colloque. Alors, quelques mots de remerciement à mon tour et aussi de ce riche partenariat avec le GIP Mission de Recherche Droit et Justice. Je crois que c'est très fructueux que les institutions puissent s'allier et je suis très heureuse de ce moment de réflexion commune entre praticiens et chercheurs. Je pense que ça a été extrêmement riche et les témoignages dans le chat nous le disent. Je pense que c'est très important qu'on puisse prendre le temps ensemble de réfléchir à ces questions, à la fois à la pratique judiciaire, mais également aux apports des connaissances et aux limites du savoir et de ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà, donc je pense que c'était un moment très riche. Je suis contente que ça ait pu avoir lieu. Je remercie beaucoup l'équipe distancielle qui agit dans les coulisses et qui nous a aidés tout au long de ces 2 jours pour mener à bien cet événement. Je peux vous dire que voilà, les organisatrices que nous sommes soulagées que tous aient pu se tenir à peu près dans de bonnes conditions, et merci aussi à la souplesse des intervenants qui ont rencontré des difficultés techniques pour chercher et persévérer pour les résoudre avec nous. Voilà, à la fin de ces 2 jours, vraiment un grand merci et à Sonia Desmoulins-Cancelier et Nathalie Pritowski-Lunet qui ont été les directrices scientifiques de ce colloque, qui nous ont aidés à le bâtir entre les 2 institutions pour qu'on puisse faire appel à des intervenants de très grande qualité qui ont répondu à notre appel. Donc voilà, je pense qu'on part satisfait, heureux de ces 2 journées de colloque. Un grand merci. Et donc, Valérie Saglan nous a déjà dit donc les suites qui sont réservées. Je précise par ailleurs au plan technique que le logiciel Classilio permet, dans l'attente de la mise en ligne des vidéos, que de pouvoir, pour ceux qui y étaient invités, donc pour vous participants, de pouvoir aller sur le lien pour revisionner les images pendant encore quelques temps après ce colloque, pour les séquences que vous auriez pu manquer. Voilà, n'hésitez pas à le faire en vous rendant directement sur le lien qui vous a été envoyé. Merci beaucoup à tous. Ce colloque s'achève et chacun va pouvoir retrouver ses activités. Au revoir.